ça a valu à certains de dire que Donald Trump était le premier président blanc des États-Unis. Bien sûr, il y a eu beaucoup de présidents blancs des États-Unis, mais lui, il le revendique et il réactive tout un refoulé raciste, en fait, qui est celui des années 50. Moi, je suis actuellement la directrice de la revue Esprit, où on a évidemment consacré plusieurs numéros ces dernières années à l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis. Mais il se trouve aussi que je suis née aux États-Unis, où j'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs reprises, d'abord avec mes parents parce que mon père était diplomate, et puis ensuite dans le cadre de mes études, puisque j'ai étudié la littérature américaine avant de devenir enseignante, chercheuse, d'enseigner la littérature américaine, la civilisation américaine. Voilà, donc on peut dire que je suis américaniste. Je suis encore chercheur associé au programme Amérique de l'Institut français des relations internationales, où il m'arrive d'écrire sur l'histoire politique, l'histoire culturelle des États-Unis. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est, on parle de sidération de Trump, ce que nous fait Trump tous les jours. On a tous les jours cet homme à la télévision, on porte des tas de décisions invraisemblables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'arrière-fond? D'où vient ce bonhomme? Lui était une personnalité, on peut en parler pendant des heures, mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est le mouvement de fond que Trump représente. Oui, cette semaine, on est dans cette actualité des 1 an du retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche, donc son retour au pouvoir le 20 janvier 2025. Et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur les 1 an de Trump et que j'ai été frappée à plusieurs reprises en me disant non, en fait, c'est pas 1 an de Trump, c'est 9 ans de Trump, puisqu'il y a eu ce premier mandat, cette interruption de 4 ans, et puis ce deuxième mandat. Mais même avant sa première élection, je crois que c'est important de dire que Trump n'est pas sorti de nulle part. C'est un homme dont l'ascension politique, médiatique s'est faite au moins depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et la première élection de Trump, c'est la rencontre entre une personnalité hors norme, excessive, outrancière, provocatrice. On connaît toutes ces aspérités du personnage et son époque. Et on l'a beaucoup dit, mais je crois que c'est important de le redire, qu'on peut voir Donald Trump à la fois comme un symptôme de ce qui se passe dans la vie politique, dans la société américaine, et aussi comme un accélérateur de tendances qui lui préexistaient. Donald Trump n'est pas sorti de nulle part. Voilà, on a vraiment la rencontre entre une personnalité et son époque. C'est un homme qui a une sorte intuition politique évidente et qui a épousé l'esprit du temps. Alors, l'esprit du temps, c'est d'abord, pour moi, une humeur décliniste. Je rappelle la date de 2001 qu'on connaît toutes, c'est une double date. C'est d'abord l'attentat à New York contre les Twin Towers qui déclenchera la guerre contre la terreur de l'administration Bush, les 2 guerres en Afghanistan, en Irak, où les États-Unis ont perdu beaucoup, notamment de crédit moral à travers le monde. Mais 2001, c'est aussi l'entrée de la Chine à l'OMC, avec cette montée en puissance progressive de la Chine, qui rivalise avec les États-Unis et qui fait qu'un certain nombre de dirigeants politiques, économiques, mais aussi les citoyens américains s'inquiètent de voir cette Chine qui monte en puissance et qui deviendrait peut-être capable de menacer les États-Unis dans leur statut de première puissance mondiale. C'est très important parce que, en fait, dès la fin des années 90, on voit apparaître des opinions critiques de cette mondialisation libérale, du libre-échange, et Donald Trump, pour parler de lui déjà, qui en 1987 écrivait son ouvrage The Art of the Deal, qui est un des livres qui ont contribué à sa promotion personnelle, rédigeait une lettre ouverte aux Américains où il
expliquait ce qui est devenu depuis assez central dans sa manière d'expliquer sa politique et la politique de l'America First aujourd'hui, cette idée que en fait le libre-échange nuisait aux États-Unis, que les alliés des États-Unis étaient ingrats et qu'ils profitaient gratuitement de la garantie de sécurité américaine et qu'il faudrait désormais faire payer cette protection américaine, qu'il n'y avait pas de raison que le reste du monde profite des États-Unis. Donc on voit là déjà le début de cette posture un peu victimaire, on pourrait dire, et que Donald Trump a énormément utilisé depuis. Mais ça, c'était les années 90. Une autre tendance qui me semble importante dans ces années-là, c'est la défiance envers les institutions de la démocratie américaine qui va croissant. Et ces défiances, je crois, d'abord envers le Congrès des États-Unis. Donc on sait que les institutions américaines, elles sont vraiment construites sur ce triptyque. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Donc le premier à subir vraiment le discrédit, je crois, c'est le Congrès des États-Unis, et à juste titre, me semble-t-il, parce que dès les années 90, le Congrès devient extrêmement polarisé entre républicains et démocrates qui n'arrivent plus à travailler ensemble, qui mettent le pays à l'arrêt, à répétition, parce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. Et ça, c'est sous l'effet notamment d'un élu républicain, Newt Gingrich, qui a vraiment théorisé une sorte de guerre entre les partis, une guerre où tous les coups sont permis. Et c'est dans ces années-là, par exemple, qu'on voit éclater le scandale Clinton, l'affaire Lewinsky, le Monica Gate, mais où on voit bien que des outils comme l'impeachment ou comme les procès sont utilisés d'une manière extrêmement politicienne pour discréditer des hommes ou femmes politiques. Et ça, c'est une mécanique dans laquelle on est entré à ce moment-là et qui n'a fait que s'aggraver. La polarisation, l'incapacité des partis à se mettre d'accord. Et les Américains ont pris l'habitude, par exemple, d'appeler ce congrès le Do Nothing Congress. Donc, le Congrès a perdu beaucoup de son aura et de son prestige, mais c'est vrai aussi de la Cour suprême. Il y a eu des batailles très dures sur la nomination des juges. Les juges de la Cour suprême, ils sont nommés à vie par les présidents, donc ce sont des nominations politiques, c'est indéniable. Mais depuis 30 ans, on voit de plus en plus des batailles autour de la nomination des juges devenir presque sanglantes. Et ça nuit évidemment à l'idée que la Cour est impartiale, qu'elle s'occupe du bien commun, voilà. Et donc je rappelle aussi cette élection très disputée en l'an 2000 entre George Bush et Al Gore, puisque l'élection était tellement serrée qu'elle n'a pu être tranchée que par les juges de la Cour suprême. Et je crois que ça a été un révélateur d'un système électoral qui n'est plus très représentatif. Donc on sait qu'il est très compliqué ce système électoral, mais on a en gros des États très peu peuplés qui finissent par avoir autant de poids dans le système que des États très peuplés comme la démocratie, comme la Californie ou comme l'État de New York. Et donc en fait une fracture qui s'aggrave, je crois, entre l'Amérique rouge et l'Amérique bleue. Donc l'Amérique des républicains, l'Amérique des démocrates, on peut dire l'Amérique des zones rurales aussi et l'Amérique des grandes côtes. Et donc Trump est aussi un symptôme de cela puisque lui entend vraiment représenter l'Amérique rouge, républicaine, blanche, chrétienne, qui a peur de perdre de son ascendant face à une Amérique beaucoup plus multiculturelle, celle des grandes villes, des grandes côtes. Donc ce climat de défiance des institutions, il est très important et il a été mis en valeur, mis en lumière, notamment après la grande crise financière de 2008-2009, lorsque le président Obama décide d'un grand plan de sauvetage des banques et que c'est perçu par une partie de la population américaine comme un plan de sauvetage indu et qu'on aurait dû s'occuper en fait des petites gens, on aurait dû s'occuper de Main Street et pas de Wall Street. Et en fait, c'est le début d'une insurrection
on peut dire, populiste, c'est vraiment les termes qu'on utilisait à l'époque, et notamment avec ce mouvement du Tea Party, qui s'est développé dans toutes sortes de petites villes et porté par des gens très peu politisés jusque-là, et des gens qui protestaient contre les élites. Contre les élites politiques, contre les élites économiques, contre les élites médiatiques. Et Donald Trump, il arrive au pouvoir porté par ce nouveau populisme. Et puis je pointe aussi le rôle de la dérégulation en fait de 30 ans de politique économique réganienne, néolibérale. Pourquoi ? Parce que dans ces 30 années, d'abord les inégalités économiques ont beaucoup cru. Elles atteignent aujourd'hui un niveau inégalé dans l'histoire des États-Unis depuis qu'on mesure en tout cas les inégalités, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on assiste à des phénomènes, à une souffrance sociale évidente dans toute une couche de la population américaine, dans toute une série d'endroits désindustrialisés, déshérités, et notamment donc pour une population blanche de ces petites villes autrefois industrielles, et dont on a vu au tournant du siècle l'espérance de vie diminuer. Je le rappelle souvent parce que pour un grand pays aussi développé, je trouve ça fou de voir des indicateurs de ce type, mortalité infantile qui remonte, espérance de vie qui baisse. Et ça, c'était vrai en particulier des hommes blancs de plus de 25 ans et qui ont été largement affectés notamment par la crise des opioïdes. Donc ces médicaments antidouleurs dont une partie de la population s'est mise à user et abuser et qui fait, à l'époque où Donald Trump est élu, on est vraiment en plein dans cette crise des opioïdes et elle fait plus de morts par an que ne le faisait la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment très important et on voit que cette question de la drogue et du tort que la drogue fait aux personnes, aux familles, au tissu social, c'est quelque chose que Donald Trump a beaucoup utilisé aussi jusqu'à aujourd'hui avec ce thème du narcotrafic qui est presque obsessionnel. Mais ce sont aussi des années de dérégulation du financement des campagnes électorales et du financement des médias. Voilà. Et donc sans entrer trop dans le détail, bien signaler que on assiste là à une transformation très en profondeur de l'espace informationnel, de l'espace médiatique aux États-Unis, avec la progression des chaînes du câble, l'apparition de Fox News, et puis bien sûr Internet, les réseaux sociaux. Et je crois que Donald Trump est indissociable, la figure de cet homme politique est indissociable de ces transformations médiatiques. Donald Trump, c'est un promoteur immobilier et c'est un homme du spectacle. Il a été rendu très célèbre, notamment par cette émission de télé-réalité The Apprentice. Et ça, son sens du spectacle, en fait, son sens de la mise en scène, la façon dont il utilise son image médiatique, sa marque, la marque Trump, la façon dont il s'impose dès son arrivée au pouvoir la première fois par son usage de Twitter, par lequel il entend s'adresser directement au peuple américain. Tout ça, ce sont des marques de fabrique de Donald Trump, mais ce sont aussi profondément des symptômes d'une époque, de l'époque dans laquelle on est. C'est pour ça que c'est vraiment éminemment un homme de son temps. Il y a des figures qui laissent anticiper Donald Trump. Berlusconi, chez nous, par exemple, est une sorte de pré-Trump pour moi. Mais dans l'histoire des États-Unis, je pense plutôt à la figure de Sarah Palin, qui avait été la colistière de John McCain et qui aussi plaisait beaucoup par son côté authentique, proche du peuple, n'hésitant pas à provoquer, sa revendication de sa foi, de chrétienne évangélique, de ses nombreux enfants, de ses fusils. Et donc c'est vrai que Sarah Palin était comme une figure avant-coureuse de Trump et du Trumpisme. Donc
Nous avons tous été surpris par la première élection de Trump et en un sens, nous restons encore incrédules qu'un homme aussi vulgaire par certains aspects, aussi provocateur, aussi outrancier, ait pu devenir président de la première puissance mondiale. Mais il y a eu beaucoup de signes et peut-être que ça n'est pas si étonnant que cela. Et en tout cas, il serait temps de se faire à cette idée. Il serait temps de se faire à cette idée parce que si on a été très très surpris lors de sa première élection en 2016, et lui le premier d'ailleurs, on se souvient de ces images, il avait l'air complètement interloqué d'avoir été réellement élu président des États-Unis et il n'y était pas prêt, alors que quand il reprend le pouvoir, en 2024, après avoir passé 4 ans au purgatoire, on pourrait dire, les 4 ans de l'administration Biden, en réalité, là, Trump est très prêt. Il est très prêt, il est très préparé, il est très préparé aussi parce que beaucoup de gens ont travaillé pour lui. Donc il y a eu cet épisode terrible à la fin de son premier mandat de l'insurrection du 6 janvier au Capitole, autour de cette idée que l'élection avait été volée. Ce mythe de l'élection volée, il a continué de prospérer pendant les 4 années où Trump n'était pas au pouvoir, et il a continué de mobiliser autour de lui donc sa base électorale, la base MAGA, très motivé, qui suit Trump presque comme un gourou en fait, qui voit en lui un sauveur. Donc là, c'est vraiment le noyau dur MAGA, de plus en plus soudé à Trump et qui n'a fait que devenir de plus en plus enthousiaste en fait pendant ces 4 années au purgatoire. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que tout un mouvement s'est mis en marche pour construire le Trumpisme. Dans le premier mandat, je disais beaucoup, Trump, ça existe, je vois, le Trumpisme, ça n'existait pas. Dans ce deuxième mandat, et dès son arrivée à la Maison-Blanche, et même dans les mois qui précèdent, on voit que oui, le Trumpisme, ça existe. Il y a un réseau en fait de think tanks qui ont travaillé pendant ce temps-là à élaborer une doctrine du Trumpisme et notamment un document, le projet 2025, qui a été produit par la Fondation Héritage, fondation très conservatrice, et qui explique comment mettre en œuvre la révolution trumpiste dès son arrivée au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a cette scène avec la signature des décrets présidentiels, des nominations qui vont très vite, alors que la première fois, ça avait patouillé. Donc, un plan qui se déroule. Quand Trump arrive au pouvoir cette fois-ci, il y a un plan qui se déroule de manière assez systématique. Donc, ce qui est important, c'est de voir que cette coalition trumpiste, elle a grandi, elle s'est élargie. Le socle électoral de Donald Trump s'est élargi, d'abord. Il avait plus d'électeurs en 2024 qu'en 2020, et il avait plus d'électeurs en 2020 qu'en 2016. Donc ce socle électoral s'élargit, et notamment pour comprendre des électeurs issus des minorités, noirs et latinos, notamment des hommes. Et ça, c'est nouveau et c'est significatif d'un mouvement qui s'ancre dans la société et qui est un mouvement en expansion, en fait. Mais à côté de cette base d'électeurs très fidèles, la base MAGA, dans lequel il faut aussi inclure les chrétiens évangéliques et tout un tempérament que je dirais sudiste, donc aux besoins xénophobes, racistes, qui pensent que l'Amérique allait mieux avant la révolution des droits civiques de 1960, des années 1960. Il y a aussi d'autres courants trumpistes, donc d'abord la Silicon Valley. On a vu ce ralliement des grandes fortunes de la Silicon Valley, des grands capitaines d'industrie, celui de
d'Elon Musk, bien sûr, mais aussi de Peter Thiel, dans une certaine mesure de Jeff Bezos, ou d'investisseurs de la Silicon Valley comme Marc Andreessen. Donc ça, c'est très important. C'est difficile de voir la part d'opportunisme. Ces géants de la tech, en fait, veulent des deals avec la Maison-Blanche pour que la Maison-Blanche ne cherche pas à les réguler, ne cherche pas à casser des monopoles. Ils font beaucoup valoir qu'ils sont le fer de lance, en fait, de la puissance américaine contre la Chine. Donc, il y a sans doute une part d'opportunisme, une part de deal, mais il y a aussi des convergences idéologiques. Et ça, c'est intéressant de le voir. Cette idée que la technologie pourrait remplacer les institutions de nos vieilles démocraties et qu'il y a un certain nombre de choses où on pourrait simplement chercher plus d'efficacité, comme a voulu le faire Elon Musk avec son département de l'efficacité gouvernementale. Voilà, le paradigme de l'efficacité, c'est vraiment central pour le développement des technologies. L'efficacité, c'est pas tout à fait pareil que la démocratie. Et puis, voilà, le troisième terme de cette coalition, le troisième courant, c'est vraiment ce courant du national-conservatisme auquel il faut s'intéresser de très près, je crois. Donc ici, l'institution centrale, c'est le Claremont Institute, avec son directeur qui s'appelle Yoram Hazony. Mais donc là, ce sont les intellectuels du Trumpisme. Et ce que développe cette mouvance intellectuelle des nationaux conservateurs, c'est d'abord le nationalisme. C'est nationaliste contre globaliste. Et on reconnaît des choses qu'on entend ici, chez nous aussi. Donc l'idée que cette mondialisation libérale, les frontières ouvertes, le libre-échange, le commerce international, en fait, tout cela a fait du tort aux États-Unis et qu'il faut revenir donc à ces politiques d'America First. Donc c'est d'abord un nationalisme assumé, mais c'est aussi une reprise des thématiques des guerres culturelles, et c'est aussi donc la guerre contre le progressisme libéral qui aurait défait le tissu social américain. Et donc, bien sûr, la guerre contre l'égalité homme-femme, la guerre contre l'égalité entre les Noirs et les Blancs, toutes ces valeurs du progressisme libéral, dont on peut dire que peut-être Barack Obama avait été la pointe avancée. Et on peut aussi lire effectivement le Trumpisme comme une réaction à l'élection de Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Ça a valu à certains de dire que Donald Trump était le premier président blanc des États-Unis. Bien sûr, il y a eu beaucoup de présidents blancs des États-Unis, mais lui, il le revendique et il réactive tout un refoulé raciste, en fait, qui est celui des années 50, qui est celui du début du XXe siècle, qui est celui même de la guerre de sécession et de ce fameux sudisme. Donc, il autorise ce refoulé raciste dans la culture des États-Unis à ressortir. Donc, ici, un mot encore pour dire que dans cette mouvance nationale conservatrice, la religion joue aussi un rôle. Et ici, les intellectuels qui jouent un rôle, ce sont plutôt les intellectuels catholiques. Et ça, c'est nouveau et c'est très important dans l'histoire des États-Unis. Et on voit autour de Trump une série de figures catholiques. Stephen Miller, Stephen Bannon, un certain nombre de juges de la Cour suprême. Et puis, celui qu'on connaît le mieux, parce qu'on voit bien ce qu'il représente, c'est J.D. Vance, qui est vraiment, je crois, l'incarnation de ce mouvement national conservateur qui revendique aussi la religion comme un fondement organique pour les sociétés plutôt que les institutions démocratiques, libérales, telles qu'elles ont pu être pensées au XVIIIe siècle. Et donc, à partir de cette deuxième arrivée au pouvoir de Donald Trump, se déroule ce plan que je décris, moi, comme un plan de liquidation de l'état de droit et d'un certain nombre de ses piliers aux États-Unis, donc le respect des droits de l'homme, quand même, la séparation des pouvoirs, l'espace public pluraliste. Tout ça, c'est constitutif des démocraties modernes. Et cette révolution trumpiste, elle s'en prend à ces piliers
de notre modernité politique, dont les États-Unis, justement, étaient le premier exemple et on peut dire une sorte de phare à travers le monde, même si c'était une démocratie très imparfaite. Et donc, Donald Trump a démoli un certain nombre de ces pratiques et de ces normes démocratiques. Donc, il gouverne par décret présidentiel, donc il se fiche éperdument des autorisations que le Congrès devrait ou non lui donner pour agir comme il le fait. C'est vrai dans la politique intérieure, c'est vrai dans la politique intérieure, donc il gouverne par-dessus la tête du Congrès, mais son respect de la Constitution, par exemple, pose question aussi. C'est une de ses premières annonces, c'est de dire qu'il va revenir sur le droit du sol, dans sa fameuse chasse aux immigrés. Revenir sur le droit du sol, c'est revenir sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Il a fallu une guerre civile pour l'obtenir. Enfin, c'est une vache sacrée, on pourrait dire. Donc, quand Donald Trump s'en prend au 14e amendement des États-Unis, par exemple, et qu'il rencontre si peu de résistance, c'est vrai que c'est le signe, pour moi, d'une démocratie, en réalité, qui était déjà très fragilisée, déjà en train de vaciller sur ses bases. Et donc, en moins d'un an, on s'est habitué à voir des choses qu'on aurait cru impensables aux États-Unis il y a assez peu de temps. Donc les pressions sur les avocats, sur les juges, sur les hauts fonctionnaires, sur les journalistes qu'on fait renvoyer si on pense qu'ils ont des opinions non conformes, les hauts fonctionnaires qu'on renvoie quand ils produisent des statistiques qui ne sont pas celles que le président aimerait voir, les bombardements de puissances étrangères sans autorisation du Congrès, comme ça a été le cas en Iran l'année dernière ou comme ça a été le cas avec l'opération militaire déclenchée au Venezuela tout récemment, de financement fédéral qui est retiré à des universités. Donc voilà, un certain nombre de choses qui sont des violations évidentes pour moi de l'ordre constitutionnel américain, des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs. Et puis, peut-être ce qui est le plus spectaculaire, je crois, dans ce recul de l'état de droit aux États-Unis, c'est cette politique donc d'arrestation et de déportation de centaines de milliers d'immigrés, officiellement des gens en situation irrégulière, mais en réalité, on voit bien que cette police ICE, la police de l'immigration, ne fait pas dans la dentelle. Elle vient rafler les gens sur leur lieu de travail, dans les écoles, et elle terrorise en fait des quartiers entiers dans les grandes villes. On l'a vu à Los Angeles, à Chicago, à Minneapolis, et on est vraiment dans ce moment après l'assassinat d'une mère de famille par cette police au volant de sa voiture, tuée à bout portant par un de ces policiers de l'immigration ICE, dans un mouvement de protestation populaire, parce que vraiment ça va trop loin, et que cette police qui se comporte comme une police secrète, elle évoque plus les gardes prétoriennes, les colectivos de Maduro que la police d'une grande nation démocratique. Alors, peut-être que là, ce qu'il faut, c'est maintenant trouver comment on résiste à ça. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour résister aux États-Unis et ici peut-être à nous? Voilà, alors tous ces changements, toutes ces transformations sont déjà allés très loin. Ça, je crois que c'est vraiment important de le réaliser, que les États-Unis ne sont décidément plus ceux que l'on connaissait, que cette transformation est déjà très avancée. Alors on se demande jusqu'où ça peut aller, et il y a des tas de discussions. Les États-Unis sont-ils encore un État de droit ou pas? Les États-Unis sont-ils devenus fascistes? Les États-Unis sont-ils devenus une oligarchie, une kleptocratie? Il y a toutes ces questions, et je pense qu'on peut en discuter sur les États-Unis sont encore un État de droit. Il y a autant d'arguments pour dire que oui, que en fait non, parce qu'il y a trop de violations ont été commises, trop de transgressions, c'est aller trop loin déjà. Donc ça ne veut pas dire que ce trumpisme soit irrésistible. C'est une révolution, c'est déjà allé très loin, c'est un mouvement. Mais on peut lui résister. Donc d'abord, les
les alliés des États-Unis peuvent résister. Donc ça, c'est plus dans l'ordre des relations internationales, mais ce qu'on voit, c'est que cette administration Trump a vraiment acté la fin de l'ordre international libéral, la Pax Americana sous garantie de sécurité américaine, qui était finalement l'état des relations du système international qu'on a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est fini. On le voit au Venezuela, on le voit dans le plan Trump à Gaza, on le voit avec ses menaces toutes récentes sur le Groenland, avec la volonté de Donald Trump de créer une sorte de conseil de la paix qui ferait concurrence à l'ONU. Mais au Groenland, tout récemment, les Européens unis ont résisté. Ils ont résisté en envoyant des troupes, ils ont résisté en faisant savoir qu'ils trouvaient ces provocations extrêmement graves, que ça serait la fin de l'OTAN. Et Donald Trump a fini par reculer. Alors pourquoi ? Ça doit être qu'il reste quand même dans son entourage, dans l'appareil de sécurité de défense nationale, aussi chez les gouverneurs des États, donc dans toute cette série de contre-pouvoirs qui peuvent s'activer aux États-Unis. Il reste des gens qui pensent que les alliances, c'est très important, et qui désapprouvent de la manière dont Trump a conduit, par exemple, les négociations sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, désapprouvent de Trump quand il menace ces alliances qui sont tellement fondatrices pour les États-Unis post-Seconde Guerre mondiale. Donc il a reculé. Donc il y a quand même cette idée que devant cet autocrate qui ne croit qu'au rapport de force, si on résiste, si on dit non, il y a peut-être moyen de le faire reculer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la société civile américaine reste une société civile d'une très grande vitalité. Donc, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu plus de protestations, plus de résistance. Et moi, qui continue d'aimer ce grand et beau pays, je m'en étonne. Mais il faut voir aussi que cette société, depuis un certain nombre d'années maintenant, est très fragmentée, très polarisée, et que les gens sont en désaccord profond sur un certain nombre de valeurs, ce qui fait que la défense de la démocratie, peut-être, c'est pas toujours un slogan qui a fonctionné. En tout cas, Kamala Harris avait essayé de l'utiliser et ça ne lui a pas très très bien réussi. Mais il y a des foyers de résistance dans cette société américaine. Et on a vu des grands présidents d'université s'opposer à Donald Trump, le président d'Harvard notamment, alors que Columbia lui cédait plus tôt. On a vu des juges décréter ces actions illégales. On a vu des cardinaux expliquer que l'interprétation de la Bible que faisait J.D. Vance n'était certainement pas la leur. On a vu des grands médias, des journalistes. Donc il y a des foyers de résistance. Et dans la population elle-même, et à Minneapolis en ce moment, les gens s'organisent pour surveiller les agissements de la police de l'immigration, pour siffler, pour prévenir le quartier que la police arrive. Et donc ces réseaux de résistance, de protestation, de constitution, de contestation, ils se mettent en branle. Et ça montre bien que les États-Unis ne sont pas devenus tout entiers trumpistes du jour au lendemain. Il y a 30% de soutien indéfectible à ces politiques, mais il y a aussi aujourd'hui, par exemple, 56% des électeurs qui désapprouvent de l'action de Trump, qui pensent que le pays se porte moins bien aujourd'hui qu'il y a un an et que notamment sur ce qui était leur préoccupation, le coût de la vie, en premier lieu, les politiques économiques de Donald Trump n'ont pas porté leurs fruits. Donc, oui, ça résiste encore et tout n'est pas perdu. Et les gens, je crois maintenant, attendent beaucoup, espèrent beaucoup des élections de mi-mandat qui doivent avoir lieu en novembre prochain. Mais ces élections de mi-mandat, moi, elles m'inquiètent à plusieurs titres. D'abord,
Je pense, voilà, le Trumpisme est devenu un mouvement structuré et je pense que cette rivière, une fois qu'elle est sortie de son lit, ça ne sera pas facile de la faire revenir. Une fois qu'on a libéré toute une violence, toute une brutalité dans les rapports sociaux, dans les rapports économiques, dans les relations internationales, c'est difficile de revenir dans un cadre plus démocratique. Et puis surtout, rien ne dit que ces élections seront libres et non faussées. Il y a eu beaucoup de redécoupage électoral. Le déploiement de la garde nationale ou de la police de l'immigration, c'est aussi des manœuvres d'intimidation, et notamment d'intimidation des minorités dans toutes sortes de villes du pays où les gens pourraient décider que c'est trop risqué de sortir pour aller voter. Et puis sur le résultat de ces élections, on peut légitimement se demander si Donald Trump et son administration les respecteront. La dernière fois qu'il a perdu des élections, c'était en 2020, et il a absolument refusé de reconnaître les résultats, en propageant donc ce mensonge de l'élection volée. Et il a voulu se maintenir à la Maison-Blanche, en fait, par tous les moyens. Ça pourrait très bien se reproduire, et il a déjà commencé à parler sur un ton de la blague, mais avec lui, il faut se méfier, de briguer un troisième mandat, ce qui est parfaitement inconstitutionnel, mais comme on sait, il a sa propre manière de s'arranger avec la Constitution. Un tout petit mot pour conclure, pour dire que dans les développements les plus préoccupants peut-être de ces dernières années, il y a toute cette question du rapport à la vérité, du rapport à la réalité. On sait que Donald Trump, c'est l'homme des vérités alternatives, des faits alternatifs. Nous avons des faits alternatifs. Donc les faits alternatifs, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que Donald Trump a accompagné cette transformation de notre espace médiatique, de notre espace informationnel, et que on voit aujourd'hui qu'il entretient dans ce tournis permanent, une sorte de guerre, enfin moi je le ressens comme ça, contre nos facultés cognitives, notre capacité à reprendre notre souffle, à réfléchir, à confronter les points de vue, qui elle aussi est constitutive de notre modernité démocratique. Et donc ici, je voudrais attirer l'attention sur ces attaques contre la science. Donc c'est des attaques contre l'université, contre les médias, mais aussi contre la justice, qui sont autant d'endroits où dans les sociétés démocratiques modernes, on confronte la réalité, les faits, pour essayer d'avoir des interprétations valables, partagées, sur lesquelles on peut s'accorder par exemple sur la réalité du changement climatique, dont Donald Trump dit que c'est un vaste canular, s'accorder sur les progrès médicaux, et on voit bien que Robert Kennedy, le ministre de la Santé de Donald Trump, a fait reculer les politiques de vaccination nationale d'une manière qui préoccupe beaucoup de spécialistes de la santé publique. Donc ce rejet de l'expertise scientifique, de la liberté des juges, de la liberté de l'indépendance de la presse aussi, je pense qu'il met vraiment quelque chose en péril. Et donc s'il y a une urgence pour chacun d'entre nous, c'est vraiment de ne pas se laisser embarquer dans cette ère de la post-vérité où chacun aurait sa vérité, chacun aurait ses faits alternatifs, chacun aurait sa bulle médiatique, son réseau social, sa chambre d'écho, où il n'entend que ce qu'il a envie d'entendre. Comme ce Trump devenu dictateur, il s'organise pour n'entendre que ce qu'il a envie d'entendre et éliminer les informations qui ne lui conviennent pas. Mais non, ça, vraiment, il faut y résister. Et donc, en restant sain d'esprit et en ne renonçant pas à notre capacité à réfléchir, je crois qu'on résiste contre le Trumpisme qui vient.